Alors que le monde de la finance a les yeux rivés sur les États-Unis et la Chine, et que l'instabilité règne sur les marchés financiers, un événement est passé presque inaperçu. Et pourtant, il sonne le début d'une révolution silencieuse, la reconstruction de l'architecture financière mondiale. Début avril 2025, Larry Fink, CEO de BlackRock, annonce via LinkedIn la publication de sa lettre annuelle à destination des investisseurs, intitulée The Democratization of Investing. Dans cette lettre, il y affirme que si le capitalisme a globalement fonctionné, il n'a cependant pas encore bénéficié à suffisamment de monde. Et la solution, selon lui, n'est pas d'abandonner les marchés financiers, mais de les ouvrir à beaucoup plus de participants, y compris les investissements historiquement réservés aux investisseurs institutionnels. Plus encore, il avance 3 axes majeurs autour duquel il base sa réflexion. Le premier, c'est The Prosperity Firewall. Le deuxième, Unlocking Private Markets. Et le troisième, From Retirement to Tokenization. Mais de cette vidéo, je ne vais pas simplement vous expliquer ces 3 axes. Ces derniers sont développés dans la lettre que vous pourriez trouver et que je vous trouverai en description de cette vidéo. Non. Ensemble, nous allons aller encore plus loin, à la recherche de ce qui se cache vraiment derrière la lettre du CEO de BlackRock. Bienvenue dans cette réflexion et exploration stratégique qui va vous révéler ce que beaucoup ne sont pas prêts à voir ou à entendre. Durant des décennies, les marchés financiers publics ont été le grand terrain de jeu des investisseurs aguerris. Un vecteur de création de richesse important à travers le financement des entreprises cotées en bourse. Et historiquement, BlackRock a été un acteur majeur de la démocratisation des marchés publics, notamment via l'exploitation des ETF permettant à des millions d'investisseurs individuels d'accéder aux actions, aux obligations mondiales à faible frais. Cependant, ce modèle a atteint ses limites. Le constat est sans appel, une déconnexion entre économie réelle et le prix des actifs cotés en bourse. Et surtout, la fin d'un financement rationnel des entreprises pour laisser la place à une spéculation aux prises à la volatilité des émotions humaines. Et dans ce constat connu de tous, mais ignoré par beaucoup, Larry Fink aujourd'hui initie un transfert progressif de la démocratisation vers les actifs capteurs de la valeur adossée à l'économie réelle, à savoir les marchés privés. Et notamment dans l'infrastructure et le crédit privé d'entreprise. Et la première question qui se pose, que cela signifie-t-il pour les investisseurs privés ? Larry Fink part du Prosperity Flywheel, qu'on pourrait traduire ici comme étant un volant de prospérité. Un cycle vertueux où l'épargne mondiale alimente la croissance qui bénéficie à tous. Épargne, investissement, croissance, prospérité redistribuée. Un système qui canalise l'épargne vers des investissements productifs, générant ainsi une croissance économique dont les retours bénéficient aux investisseurs. Cependant, même si Larry Fink souligne que la participation au marché financier a considérablement augmenté durant les dernières années, passant de 5 à 60% des ménages américains investissant en bourse aujourd'hui, il reconnaît que le système actuel ne profite pas équitablement à tous, mettant en évidence les inégalités croissantes et la nécessité d'une démocratisation accrue des investissements. Autrement dit, plus de monde devrait investir et aussi avoir accès au segment des investissements jusqu'ici inaccessibles aux investisseurs individuels, les fameux marchés privés. Mais même si cette déclaration peut paraître noble en apparence, il y a une réalité qu'il ne mentionne pas. Ce fameux volant de la prospérité est aujourd'hui fragmenté entre toujours plus d'investisseurs individuels
inexpérimentés et anxieux des marchés financiers et des institutions hyper professionnelles. L'épargne individuelle devenue massive et surtout un outil de financement d'un système, pas nécessairement une clé de partage équitable de la prospérité. La seconde question qui se pose alors est donc, à qui bénéficie ce système et le nombre croissant d'investisseurs sur les marchés financiers? Qui gagne sur les marchés que la bourse monte ou baisse? Dans sa lettre aux investisseurs, Larry Fink parle de démocratisation des investissements et du déblocage des marchés privés. Mais dans notre lecture des faits, il est important de faire la distinction entre démocratisation et captation d'intermédiation. Car oui, BlackRock est en effet un acteur majeur de la démocratisation qui, rappelons-le, consiste à offrir à la masse des investisseurs l'accès à des actifs qui n'étaient jusqu'alors réservés ou accessibles à une minorité d'investisseurs. Ce que la lettre de BlackRock ne dit pas, c'est qu'il profite de sa position d'intermédiaire de référence pour en réalité procéder à une captation stratégique de la finance. Comment font-ils cela? Eh bien, en se positionnant entre vous, investisseurs, et votre actif. En achetant votre ETF, vous êtes certes de manière générale propriétaire de l'actif sous-jacent, mais pas de la gouvernance qui l'octroie. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas en mesure d'exercer le droit de vote adossé à votre actif, d'en exercer sa gouvernance. Non, ça vous l'avez délégué à BlackRock, le plus grand actionnaire du monde. 11 000 milliards d'actifs sous gestion. Résultat, à travers BlackRock, nous finançons la croissance du monde. Mais nous ne décidons plus comment. À la lumière de tout ce que nous venons d'analyser, il faut maintenant comprendre une chose essentielle. Il y a une guerre économique qui se joue dans l'ombre. Officiellement, on parle de démocratisation des investissements. Mais en réalité, c'est une course mondiale pour capter l'épargne privée dans les marchés autrefois inaccessibles. Le private equity, la dette privée, les infrastructures stratégiques. Ces marchés ont longtemps été réservés aux investisseurs institutionnels. Non par exclusion volontaire, mais à cause de 3 barrières fondamentales. Leur nature complexe et illiquide, un cadre réglementaire protecteur et une faible demande du grand public. Mais aujourd'hui, tout a changé. Les fonds Evergreen ont redéfini la perception du risque à long terme. Le cadre réglementaire s'est assoupli, notamment avec des fonds LTIF. Et la demande explose, portée par des investisseurs privés en quête de rendement et de diversification. Autrement dit, les portes des marchés privés s'entr'ouvrent. Et derrière, la bataille pour l'épargne privée a déjà commencé. Et dans cette bataille, les géants sont déjà en ordre de marche. Blackstone, KKR, Apollo, Stepstone, Equity, Ardian, Partners Group. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais eux vous connaissent parfaitement. Vous êtes leur nouveau marché, leur levier de croissance, leur prochaine source de levée de fonds. Et puis, il y a un acteur que personne n'attendait vraiment ici. BlackRock. BlackRock, le roi incontesté des ETF, le partenaire privilégié des investisseurs institutionnels, des caisses de pension, entre discrètement, mais stratégiquement dans l'arène du private market, les fameux marchés privés. Et une seule question se pose alors, combien de temps avant qu'il devienne aussi le leader absolu de la finance privée? Vous l'avez compris, BlackRock est en passe de gagner une guerre silencieuse. Et comment il s'en assure? Eh bien, à travers une stratégie déjà utilisée, qui a fait ses preuves et que nous avons déjà évoquée lors de cette vidéo. Une captation de la nouvelle finance privée,
confirmé par les acquisitions stratégiques toutes effectuées en 2024. HPS Investment Partner, un spécialiste du crédit privé, coût d'acquisition 12 milliards de dollars. Global Infrastructure Partner, un géant américain de l'infrastructure, coût d'acquisition 12,5 milliards de dollars. Et finalement, Preqin, le spécialiste des données d'analyse sur les marchés privés, coût d'acquisition environ 3,2 milliards de dollars. Ces acquisitions stratégiques illustrent la volonté de BlackRock de renforcer sa présence dans les marchés privés et de consolider sa position en tant que leader mondial de la gestion d'actifs. Et comme si cela ne suffisait pas, BlackRock peut désormais connecter tous ses briques stratégiques à Aladdin, son outil d'analyse prédictive ultra puissant. Autrement dit, données, actifs, gouvernance, analyse, distribution, tout est intégré, tout est centralisé. Être à la gouvernance d'une entreprise cotée sur les marchés financiers, déconnectée de l'économie réelle, est une chose. Être à la gouvernance de la dette privée des entreprises ou encore de l'infrastructure mondiale en est une autre. Après avoir démocratisé les marchés financiers publics, BlackRock est l'intermédiaire de référence à qui nous avons délaissé la gouvernance du capitalisme public. Aujourd'hui, l'histoire se répète et BlackRock, dans sa volonté de démocratisation des marchés privés, veut se positionner en intermédiaire de référence à qui nous déléguerons la souveraineté privée. Quels sont les risques de ce nouvel ordre mondial? J'en vois trois principales. Premièrement, la concentration du pouvoir. BlackRock contrôle aujourd'hui les actifs, les flux, les données, les outils d'analyse, la gouvernance. Un monopole de l'investissement mondial et tout ça sans le financer. N'oublions pas, l'argent de BlackRock vient des épargnants qui décident d'investir. Deuxièmement, la volatilité émotionnelle. En rendant les marchés privés accessibles à la masse, on introduit l'instabilité comportementale dans l'économie réelle. Et troisièmement, l'illusion de la liquidité. La nature même des actifs des marchés privés est illiquide. Et toutes les solutions d'innovation pour rendre les marchés privés plus liquides vont à l'encontre de cette nature profonde. Nous n'allons pas parler ici en détail de la tokenisation que Larry Fink mentionne également dans sa lettre comme un autre accélérateur de la démocratisation. Je ne suis pas contre la démocratisation ou la tokenisation, au contraire, mais je me dois de questionner les intentions derrière une telle volonté et les connaissances et l'éducation financière nécessaires à une telle démocratisation. Car dans cette démocratisation de masse des marchés privés, deux questions restent pour l'instant sans réponse. Quelles seront les conséquences systémiques d'une illiquidité artificiellement réduite des marchés privés, car c'est le cas aujourd'hui. Et comment l'économie réelle réagira à cette illiquidité artificielle réduite, combinée à une augmentation de la volatilité qui sera forcément plus présente avec plus d'investisseurs privés impliqués. La lettre de Larry Fink n'est pas seulement un manifeste marketing. C'est la feuille de route du futur de la finance mondiale. Oui, la démocratisation des marchés privés est un pas important vers un capitalisme plus inclusif. Mais cette démocratisation sera sous la tutelle d'un acteur privé hégémonique. Et mal encadrée, elle porte en germe de nouveaux risques systémiques liés à l'illiquidité et la volatilité comportementale. BlackRock ne propose pas seulement de démocratiser l'investissement. Il propose de recréer l'architecture de la finance mondiale autour de ces plateformes. La question fondamentale ici, que Larry Fink laisse ouverte, mais que nous devons poser, est simple. La démocratisation de l'investissement sera-t-elle au service des investisseurs ou bien des nouveaux architectes du système? Le futur de l'économie réelle dépendra de la réponse à ces questions. Je ne fais pas cette vidéo pour faire peur. Je fais cette vidéo parce que je crois que la souveraineté passe par la conscience. Et que comprendre l'économie aujourd'hui, c'est se donner une chance d'agir demain.
Merci d'avoir regardé cette analyse. Moi, c'est Forrester Simao. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion sur l'investissement, la souveraineté financière et les enjeux géopolitiques actuels, abonnez-vous. De nouveaux contenus arrivent très bientôt.